Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 6 septembre 2024 et les marchés sont tétanisés de ce qui pourrait bien se passer dans les prochaines 36 heures. Lorsque l'on regarde les performances d'hier, on a l'impression que l'on a relativement, je dis bien relativement, limité la casse après la claque de mardi. Le pétrole ne baisse plus, Nvidia n'a pas plongé plus bas que ce que nous craignions. Le Dow Jones terminait même en hausse, pendant que le S&P 500 ne perdait que 0,16%, le Nasdaq reculait de 0,3% et le SOX parvenait même à avancer, monter de 0,25%. En Europe, le DAX était en baisse de 0,83%, la France abandonne 0,98% et la Suisse était le pire performeur du jour avec un plongeon de 1,48%, bien aidé par le luxe qui s'effondre après une nouvelle salve de chiffres pourris en Chine. On peut donc dire que la journée d'hier était moins pire que ce que l'on aurait pu craindre hier matin, enfin de ce que je craignais en tous les cas. Pourtant, au milieu de tout ça, il y a eu un énorme doute qui est venu polluer notre réflexion, et les chiffres des JOLTS. On en a parlé hier matin dans cette même émission, hier après-midi, les JOLTS ont été publiés et alors j'ai pas d'autre mot à dire que c'était tout simplement dégueulasse. Le nombre total d'offres d'emploi aux États-Unis a donc chuté à 7,6 millions en juillet, ce qui était largement en dessous des attentes qui se situaient plus ou moins autour des 8,18 millions. Actuellement, le nombre total d'offres d'emploi aux États-Unis est à son plus bas niveau depuis janvier 2021, au plus bas depuis janvier 2021. Donc depuis le pic de mars 2022, le nombre d'offres d'emploi a tout simplement diminué de 4,5 millions, soit 38% de baisse en 29 mois. Le nombre d'offres d'emploi a chuté de 38%. Alors, je sais pas vous, mais moi, ça me fout un tout petit peu les jetons. La nouvelle est pas bonne du tout, et ceux qui avaient le moindre doute sur le fait que l'emploi pourrait être en train de ralentir sont en train de se bourrer de tramadol pour se préparer au voyage que pourrait, et je dis bien pourrait, nous offrir les chiffres des non-farm qui sortiront donc, bien sûr, demain après-midi. Alors comme je l'ai expliqué hier, il faut retenir que si l'emploi se casse la figure, enfin je dis si l'emploi se casse la figure, entre vous et moi j'ai quand même l'impression que c'est plus vraiment une hypothèse et que dans quelques heures, on risque en tout cas d'avoir simplement une confirmation de ce que l'on pouvait craindre. En tout cas, ce qu'on peut craindre depuis un an. Donc, si l'emploi se casse la figure, on le sait, c'est censé, mais je dis bien censé être positif parce que du coup, la Fed, elle pourrait être amenée à baisser les taux un peu plus violemment. Quand on parle de violemment, c'est les 0,5% dont on parlait hier à la place des 0,25. Statistiquement, c'est en train de monter. Et on sait que le marché, il aime quand les taux baissent. Ça, c'est une certitude. Enfin, on sait surtout que le marché aime l'idée que les taux vont baisser. En général, une fois qu'ils ont commencé à baisser, on se dit qu'on savait, qu'on avait anticipé et qu'il faut tout vendre. Enfin, c'est seulement une fois que l'économie repart parce que les taux sont bas que l'on se dit que le bull market est finalement de retour. Donc, méfiance. Donc, pour le moment, nous sommes incapables de voir plus loin que le 7 septembre. Puisque de plus en plus de gens se disent que la baisse pourrait être de 0,5%, mais que l'on ne sait pas trop quoi en faire. Alors est-ce que c'est une bonne nouvelle parce que les taux baissent vite et vont stimuler l'économie? Ou est-ce que tout simplement c'est une nouvelle pourrie parce que ça veut dire que la Fed pourrait être en train de paniquer et de se dire que la récession, elle est peut-être pas si loin que ça, contrairement à ce qu'ils racontent en permanence à la télévision. Alors pour être très franc avec vous, cette hésitation sur quoi faire si les taux baissent très fort, c'est inquantifiable. Mais par contre, si je devais essayer d'imager la chose, je dirais que c'est un tout petit peu comme si vous êtes en train de traverser un lac gelé et qu'avant d'y aller, vous avez déjà un gros doute. Mais comme tous les experts qui, eux, sont restés au bord du lac à boire du vin chaud au coin du feu, vous ont dit qu'il n'y avait aucun problème parce que la glace était très solide et qu'il faisait super froid et qu'il n'y avait vraiment rien à craindre, vous y êtes allé quand même. Et c'est vrai, tout se passe bien pendant plusieurs centaines de mètres. Et puis, tout d'un coup, vous avez entendu un premier crack. Mais vous vous êtes dit tout simplement que c'était rien et vous avez simplement continué à avancer. Et puis là, tout d'un coup, vous venez d'entendre 2 cracks consécutifs et une fissure s'est dessinée sous vos pieds.
Aujourd'hui, le marché est très exactement ici et il se demande s'il doit faire le prochain pas alors que son cerveau lui dit simplement de rester en place et de surtout pas bouger en espérant un miracle. Et le miracle, dans le cas présent, ce serait pas que les chiffres de demain soient exceptionnels, mais plutôt que les intervenants ne prennent pas mal une baisse de 0,5% sur les taux au mois de septembre. Parce que les 0,5%, ça pourrait aussi donc signifier que la Fed est au bord de la panique. Alors voilà, hier nous avons digéré la baisse de mardi, on s'est demandé si c'était vraiment le moment d'acheter, et puis les jolts se sont sortis et on s'est demandé s'il n'était pas tout simplement temps de commencer à paniquer. Mais comme on n'a pas vraiment pu répondre à la question, on s'est contenté d'attendre la clôture sans vraiment oser reposer le pied par terre sur la glace pour pas entendre un troisième crack et se retrouver dans l'eau glacée. Alors la séance d'hier, ça n'a pas été la plus passionnante de l'année, hein. C'était même d'ailleurs la séance idéale pour se faire un tout petit peu d'introspection et puis se demander où nous en étions par rapport à l'inflation. Oui, parce que vous savez bien, hein, l'inflation maintenant elle est vaincue et depuis qu'elle est vaincue, tout le monde est hyper content, surtout les politiciens qui eux pensent que c'est grâce à eux qu'elle a rendu les armes. Pourtant, hier, pendant qu'on se prenait la tête sur notre façon d'interpréter les jolts, il y a un chiffre qui est sorti, un chiffre dont tout le monde se fout en général, parce qu'il ne s'appelle pas le CPI, parce que c'est pas le PCE, et qu'en plus, il est même pas dans la liste des chiffres à surveiller. Et ce chiffre, c'est le prix des denrées alimentaires aux États-Unis. Ouais, je sais, c'est pas le truc le plus sexy de la planète si on compare ça avec l'intelligence artificielle. Mais par contre, alors, sauf erreur, jusqu'à maintenant, je crois pas que l'intelligence artificielle nous ait trouvé le moyen de ne pas manger et de continuer à survivre quand même. Donc la bouffe, c'est importante. Et donc, les prix des denrées alimentaires aux États-Unis ont atteint un nouveau record au mois de juillet. Ça, on en parle beaucoup moins. Il faut quand même savoir qu'au cours de la dernière décennie, les prix de la bouffe, de la nourriture, à la maison ou alors hors de la maison, ils ont tout simplement augmenté de 30% et de 51%. Et il faut aussi savoir que depuis 2020 seulement, les prix des denrées alimentaires à domicile ont augmenté de 22%. Et pour ce qui est de quand vous mangez pas à la maison, tout simplement, ce qu'on appelle hors domicile, celles-ci, elles ont augmenté de 27%. Puis alors, pour couronner la chose, on notera que dans le même temps, le prix des transports et du logement ont augmenté respectivement de 27 et de 24%. Et puis alors, comme si ça suffisait pas, le dollar américain a perdu 25% de son pouvoir d'achat en seulement 4 ans. Quant à la croissance des salaires, je vous en parle même pas. Alors, moi, je vais vous dire, j'ai pas fait de grandes études, je m'endors en général à la 3e page des bouquins d'économie, puis après je me réveille avec un filet de bave qui a collé les pages entre elles. Mais quand j'aligne simplement ces chiffres, que j'y rajoute la dette de l'État américain qui est colossale à 35 000 milliards, dont on ne parle plus depuis quelques semaines parce que ça dérange quand même pendant les élections, et qu'au passage, je me rappelle aussi le taux d'endettement des Américains et le niveau de leur dette via les cartes de crédit, je commence sérieusement à frissonner parce qu'en plus, je me rends compte que je suis parti traverser mon lac gelé en tongs et en maillot de bain. Mais que l'on se rassure, il suffit de lire un peu la presse financière américaine, il paraît que ça va très très bien se terminer parce que tout est sous contrôle. Mais pour le reste, on retiendra encore les choses suivantes. On parle toujours de Nvidia est en train de devenir le champion de tous les records, des records négatifs comme les records positifs. À la clôture hier soir, Nvidia avait effacé 437 milliards de dollars depuis la publication des chiffres trimestriels. Mais c'est pas tout, il y a aussi d'autres choses parce que Nvidia détient d'autres records, d'autres faits d'armes, comme par exemple le fait que Nvidia a enregistré la plus forte hausse quotidienne de la capitalisation boursière d'une action dans l'histoire, c'était il y a quelques temps déjà. Et de l'autre côté, Nvidia a aussi enregistré la plus forte perte quotidienne de capitalisation boursière jamais enregistrée. Ça, c'était mardi. Et donc, Nvidia est devenue la plus grande entreprise publique du monde, mais pendant 48 heures seulement. Et Nvidia est aussi la première société qui a effacé 1000 milliards de dollars de capitalisation boursière en moins d'un mois. Et le mois n'est même pas fini. Nvidia a permis également à 25 000 de ses employés de devenir millionnaires, selon les derniers chiffres. Et pour la petite histoire, ils sont environ 30 000 employés. Et certains analystes ont déjà peur
peur, très peur, que les employés eux-mêmes commencent à vendre leurs actions et arrêtent de bosser, en même temps que le titre baisse. Donc ça pourrait juste ajouter de l'eau au moulin. Et maintenant, Nvidia est actuellement 25% plus bas que ses plus hauts historiques, et lorsque l'on regarde les prévisions moyennes des stars de la finance, des 43 analystes qui suivent Nvidia à Wall Street, le target moyen aujourd'hui est de 150 $ à 12 mois. Donc la question qui reste aujourd'hui, c'est de savoir s'il faut racheter et surtout quand est-ce qu'il faut racheter. Autrement, en bref, on notera que Supermicro s'est fait downgrader massivement hier encore une fois et que le titre perdait encore 4%, donc effacer le rebond de la veille. Que C3AI a publié de bons chiffres avec une perte nettement moins importante que prévu, mais l'ensemble du package n'a pas plu du tout. On voit que les souscriptions sont en baisse. Bref, ça ne va pas bien. C3AI était en baisse de 17% after close. Et quand vous voyez le chart de C3AI, il y a de quoi se souvenir de la belle époque quand elle valait très très cher. Et puis toujours dans les bonnes nouvelles, eh bien il y a US Steel qui s'est planté de 17,5% parce que Joe Biden, qui visiblement est toujours présent, veut empêcher le takeover via Nippon Steel. Mis à part ça, on continue d'attendre les chiffres de l'emploi pour savoir si on s'inquiète ou si on doit célébrer ou quand la finance est réduite à jouer son avenir à pile ou face. Et pendant ce temps, la France cherche toujours un Premier ministre, chose qui était censée être promise pour hier, mais comme d'habitude, le gouvernement Macron a menti. Maintenant, on parle carrément de Michel Barnier comme Premier ministre. Alors, c'est incroyable, hein. Le gars ne sait vraiment plus quoi inventer pour se foutre de la gueule du monde. Je ne suis pas loin de penser d'ailleurs qu'il va bientôt proposer le poste à François Mitterrand. Et puis politique toujours aux USA, selon les derniers sondages, Trump repasse en tête des sondages. Alors, sondages qui sont d'ailleurs de plus en plus volatiles, voire peut-être même plus volatiles que la volatilité elle-même. Et puis pour ce qui est des chiffres économiques, on aura les chiffres de l'emploi ADP, les jobless claims et le plein d'ISM aux États-Unis. Et puis pour conclure cette vidéo, je vous signale encore une chose, c'est une invitation. Swissquote organise une conférence pour les élections américaines justement et sur l'impact des élections sur les marchés financiers. Cette conférence aura lieu le 11 septembre à 18 h dans les locaux de Swissquote à Gland. Les places sont limitées, alors c'est first in, first serve comme on dit, et puis au passage, je serai l'un des intervenants de cette conférence. Donc si vous venez, on aura l'occasion de pouvoir se rencontrer après, durant l'apéro. Le lien pour l'inscription de cette conférence, vous le trouverez en dessous de la vidéo. Donc n'hésitez pas à vous inscrire et à nous rejoindre le 11 septembre. D'ici là, passez une excellente journée. En attendant d'en savoir plus, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de partager cette vidéo et de vous abonner à la chaîne Swissquote en français si ça n'est pas encore fait. Et puis en ce qui nous concerne, comme d'habitude, on se retrouve demain pour attendre encore un petit peu et pour meubler encore ces journées passionnantes. Enfin, j'en ai connu des plus passionnantes, mais on va essayer de dynamiser un petit peu tout ça. Allez, bonne journée à tous, à demain. Bye bye.